Bonjour à tous, ravi d'être là avec vous ce matin. Donc je vais présenter l'équipe qui va m'accompagner sur scène pour la suite. Albert Delatour et Pauline Minette. Bonjour. J'aurais dû commencer par les femmes, je suis désolé, excuse-moi Pauline. On est tous trois business consultants chez Visiative. Et donc l'idée ce matin, pour prendre la suite de Jean-Marc Follin, c'est de vous présenter la plateforme 3D Experience, mais en ayant un peu plus de concret pour vous, utilisateurs. D'accord ? Parce que c'est vrai que la plateforme 3D Experience, vous en entendez parler depuis quelques années. L'idée qu'on a souhaité mettre en place avec les équipes techniques, c'est de faire une présentation un peu plus scénarisée et qui se rapproche en fait de votre quotidien, de vos attentes et de vos besoins. Comme à chaque fois, lorsqu'on fait des présentations, on s'appuie systématiquement sur des fichiers qui sont clients et qui nous aident à être représentatifs en fait, de votre activité, de ce que vous faites au quotidien. Sur cette présentation, on a choisi donc une prothèse de jambe. Donc c'est une entreprise américaine qui s'appelle Biodapt et qui a complètement modélisé en fait sa prothèse au travers de la plateforme 3D Experience. Avant d'attaquer, c'est vrai qu'on a eu pas mal de concepts sur la plateforme 3D Experience qui vous ont été exposés jusqu'à présent. Ce qu'on souhaitait en préambule, c'était un peu essayer de repositionner et pourquoi la plateforme 3D Experience. Vous avez là, je dirais, une représentation de ce que peut être aujourd'hui une équipe qui va faire de l'innovation dans votre entreprise. Donc on va retrouver un certain nombre de profils. Donc vous allez avoir le chef de projet. Vous allez avoir des designers qui vont faire de la conception type mécanique SolidWorks ou du design, par exemple, ici avec du Rhino. Ou par exemple, un utilisateur qui va faire de la simulation numérique. L'idée, c'était ici de représenter en fait les besoins en solutions numériques de chaque poste dans l'entreprise. Et de comprendre qu'en fait, les besoins en fait, sont toujours plus ou moins les mêmes suivant les différents postes, mais qu'en fait, les outils ne sont pas unifiés. Vous avez peut-être déjà entendu parler du terme de Shadow IT. L'idée, c'est qu'en fait, chaque service va aller chercher ses solutions pour concevoir, pour partager de la donnée avec son écosystème interne. Bien souvent, vous utilisez l'explorateur Windows avec le serveur de l'entreprise, ou alors avec l'extérieur, avec des solutions de partage de drive, quelles qu'elles soient. Et puis après, bien entendu, de la messagerie instantanée, du mail. Tout ça, ce sont des usages que vous avez au quotidien dans votre entreprise, dans votre processus d'innovation. Fort de tous ces constats, en fait, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de fuites entre chaque service. Et l'idée, en fait, c'est de se dire comment on peut arriver à fluidifier la communication au travers de ce processus d'innovation. Et aujourd'hui, en fait, on a un outil à notre disposition qui s'appelle la plateforme 3D Experience. Et c'est de tous ces constats-là, en fait, que Dassault Systèmes en fait, a développé les outils qu'on va vous présenter maintenant. Pour le présenter, on a souhaité en fait, vous projeter dans votre quotidien. Donc, on a développé un petit scénario autour de la prothèse Biodapt, dans lequel, en fait, on va vous montrer pour chaque usage, pour chaque persona, on va retrouver le chef de projet, le concepteur, l'ingénieur calcul, la personne qui va faire du reverse engineering et même la partie impression 3D. Et voir comment, au travers d'un flux assez standard, comment la plateforme s'inscrit dans ce processus et comment elle vient vous apporter des solutions, des usages en fonction de vos applications. Alors, je ne vais pas redécrire tout le processus, on va le revoir, vous allez voir, ça va être séquencé, et on va vraiment suivre ce cheminement pas à pas pour découvrir les usages de la plateforme 3D Experience. Alors, vous allez voir qu'à chaque persona, on aura des logins et des mots de passe pour accéder, et chaque personne accédera en fait à un lot d'applications, comme le disait Jean-Marc tout à l'heure, des apps. Ces apps, en fait, essayez d'imaginer comme votre smartphone que vous avez aujourd'hui. Et la plateforme, c'est votre téléphone, c'est le support final. En fait, on va utiliser des applications en fonction de nos besoins. Si on prend tous nos smartphones, il n'y en a pas un qui a 2 fois la même application. On a tous les petites applications qui nous conviennent.
La plateforme 3D Experience, c'est un peu la même chose en fonction de l'usage que vous allez avoir. Alors, on va commencer, bien entendu, avec le démarrage d'un projet, avec le chef de projet. Donc le chef de projet, comme vous pouvez le voir, il a un certain nombre de missions. Il est là pour fédérer, pour animer, pour piloter le projet sur lequel il est affecté. Donc il va fournir des documents, il va créer donc le projet, il va identifier les ressources. Et pour ça, en fait, il va avoir un certain nombre de besoins pour mener à bien sa mission. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter tout de suite à la plateforme avec ce rôle de chef de projet et on va découvrir comment un chef de projet va pouvoir démarrer un projet dans la plateforme en utilisant les outils. Donc on est sur la première étape de notre processus. Donc comme vous pouvez le voir, on va se connecter avec la plateforme en tant que chef de projet et on va accéder à notre tableau de bord et avec la première application qui est le planificateur de projet. On va nommer notre projet, on va donner un certain nombre de descriptions pour notre équipe. Vous pouvez voir qu'on peut enrichir notre projet, par exemple, avec des images pour que ça soit un peu plus esthétique. Et la première chose que va faire le chef de projet, c'est d'aller voir l'ensemble des membres qui constituent son équipe. Tous les membres sont renseignés avec un profil qui leur est propre, avec des applications qui leur sont propres. Donc le chef de projet peut soit aller chercher nominativement chaque collaborateur qu'il souhaite associer à ce projet, soit il peut aller utiliser une application qui lui permet de créer ces groupes d'utilisateurs, comme on va le faire aujourd'hui sur la gestion d'un serveur. Aujourd'hui, vous allez avoir des groupes d'utilisateurs. Donc là, par exemple, vous voyez qu'on va utiliser des outils de recherche qui nous permettent de retrouver facilement ce groupe de travail. Et vous allez retrouver les mêmes automatismes que vous avez, des copier-coller, qui vont vous permettre d'aller retrouver les informations. Donc, ici, la première phase du chef de projet était de réaliser, d'identifier son équipe. Donc là, c'est ce qui a été fait. Maintenant, la deuxième étape dans son projet, c'est de phaser ce projet. Alors au départ, en fait, j'en ai pas parlé, mais le chef de projet, ici, dans notre cas, on lui a fait utiliser un template, un modèle de projet. Il a capitalisé sur son savoir-faire. Il avait déjà un projet qui était à peu près identique, il a réutilisé le même projet. Et là, vous avez sous les yeux une vision calendaire, graphique, de l'enchaînement des différentes tâches qui composent ce fameux projet. Donc même s'il y a un certain nombre d'informations qui ont déjà été renseignées dans son projet, il peut bien entendu complètement remodifier chaque étape. Donc, par exemple, on va pouvoir jouer sur la priorité, on va pouvoir jouer sur qui est affecté à la tâche, on va pouvoir gérer la durée de la tâche. Je vous invite à bien regarder deux éléments dans cette partie-là de l'application. C'est la timeline du projet. Vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on fait des modifications, la timeline va s'adapter. Et puis sur la partie gauche, vous avez des pastilles qui apparaissent au niveau de chaque tâche. C'est à chaque fois que le chef de projet va assigner une personne à la tâche, il va avoir un visuel très rapide de où il en est sur l'affectation des personnes. Donc vous voyez que sur la partie droite, on va avoir tout ce qui nous permet de décrire notre tâche. Avec les outils de recherche en instantané, on va taper les premières lettres du nom, par exemple, du collaborateur. Automatiquement, la plateforme va me lister tous les collaborateurs qui sont disponibles, par exemple. On va pouvoir gérer des priorités, on va pouvoir gérer un début, une fin de tâche, et on va pouvoir aussi mettre des livrables. Donc ça, on reviendra un peu plus tard. Et vous voyez qu'à chaque fois, en fait, tout est éditable simplement dans l'interface. Une chose que je n'ai pas dit jusqu'à présent, mais l'interface que vous avez à l'écran, c'est un navigateur web. Ce n'est pas une application que vous installez. Donc vous voyez, on est, par exemple, ici, je crois que c'est dans Chrome. Donc vous pouvez accéder directement à la plateforme et aux différents usages au travers de ces éléments. Donc là, on a ici le phasage qui s'est complètement remis à jour en fonction des différentes modifications qu'on a faites sur notre projet. Et on peut voir toutes les tâches qui ont été correctement affectées. Donc ça, c'était la première étape du chef de projet, c'est d'initier son projet. Maintenant, pour aider son équipe, il va, par exemple, identifier un certain nombre de documents associés au projet. La première chose, ça va être, par exemple, d'aller insérer dans son projet le cahier des charges du client. D'accord ? Donc, pardon, j'ai cliqué trop vite. Voilà.
Ici, on va pouvoir... Je vais revenir encore un coup en arrière. Voilà, c'est bon. Donc ici, vous pouvez voir qu'en tant que chef de projet, il va simplement aller chercher ses tâches. Donc là, vous avez une vision sur toutes les tâches du projet, ce qui est important pour un chef de projet. Maintenant, j'ai la possibilité de filtrer les tâches qui me sont attribuées. D'accord ? Et comment je vais prendre en compte ma tâche ? Vous avez vu, c'est très simple. Je glisse, je dépose dans la zone en traitement. À partir de ce moment-là, en fait, la plateforme va conserver tout l'historique. Mon cahier de spécification, mon cahier des charges, c'est un document PDF. J'ai besoin de l'ajouter à ma tâche et que mon équipe puisse la consulter facilement. Rien de plus simple, vous avez vu. Je prends, je dépose dans ma tâche et ça va s'ajouter en fait au pot commun du projet. Et toutes les personnes qui sont affectées à ce projet pourront consulter ce document directement. Une fois que la tâche est terminée, je peux, c'est une façon, simplement glisser ma tâche dans la zone terminée et ça va avoir pour effet d'informer toute mon équipe que cette première tâche a été validée. Si on revient sur la vue calendaire, vous pouvez voir que la tâche a été automatiquement validée. Il a pris la date de début, la date de fin, et tout est renseigné, et tout mon projet peut passer à la suite. Un autre élément qui est important, c'est le côté séquentiel des tâches, qui va permettre de déclencher une tâche en fonction d'une première. Là, maintenant, on va aller chercher des pièces qui sont standards. Donc, vous voyez qu'ici, on peut créer des bibliothèques en fait, par codification, par tag. Par contre, moi, je suis chef de projet, je n'ai pas forcément SolidWorks ou CATIA installé sur mon poste. Par contre, j'ai des données 3D que je dois pouvoir consulter facilement. Vous pouvez voir que là, sur ma tablette, sur mon smartphone, sur mon PC, je vais pouvoir accéder directement en fait, à un viewer qui est intégré à la plateforme, qui va me permettre, par exemple, dans ce cas-là, de vérifier la taille d'un roulement, d'accord, avec des outils de mesure qui vont me permettre de valider les données que je vais utiliser. Une fois que j'ai identifié les pièces, comment je vais les mettre à disposition de mon équipe ? Eh bien, comme tout à l'heure, je multisélectionne les différents documents, je navigue sur les onglets de mon tableau de bord et je viens simplement les glisser dans la tâche, ce qui a pour effet de les identifier comme étant des pièces de référence pour mes collaborateurs. Donc on verra que tout à l'heure, pour la phase de conception, ça va être très utile de retrouver toutes les données qui sont intégrées au projet. On a vu la première partie qui était la partie initiation de projet. Ce que je vous propose, c'est de basculer sur la partie conception. Et je vais laisser la place à Pauline qui va vous présenter cette partie-là. Merci. Donc effectivement, on va passer sur la phase dessinateur. Donc là, je prends un rôle, je me mets à la place du concepteur. Et lui, sa mission, ça va être quoi ? De pouvoir créer la maquette 3D et la modifier au fur et à mesure qu'il va avancer en fait, dans son projet. Et donc pour cela, il va avoir besoin d'avoir un accès rapide à ces données, à l'ensemble du projet, de pouvoir le suivre, et aussi de travailler avec des outils qui soient simples et efficaces. Alors comment ça se configure ? Comment ça se passe ? Donc là, on arrive dans la phase pour la création du prototype 3D. Donc on reprend en fait la prothèse qu'on a vue tout à l'heure. Et donc comment ça se configure ? Je viens me connecter, mais avec mes identifiants, donc mes propres identifiants. Je me retrouve sur la partie où je peux voir la tâche qui m'est attribuée, qui est associée, que vous avez vu, le chef de projet m'a assigné tout à l'heure. On peut le voir sur le biais de code couleur en fait, qu'elle a été commencée et qu'elle n'est pas terminée. Et si je la sélectionne, effectivement, je peux voir qu'elle a avancé à 90%. Donc j'ai commencé et je vais pouvoir ici continuer mon travail. J'ai sur ma droite aussi toutes les informations qui sont liées, c'est-à-dire le temps qui m'est attribué et le temps qui me reste du coup, pour pouvoir terminer cette tâche. Et aussi le gros avantage, vous avez aussi l'onglet contenu. Ça va permettre en fait d'avoir l'historique des informations, des documents qui ont été publiés par l'ensemble des membres du projet à disposition. Donc pas besoin d'avoir un dossier Windows où je viens enregistrer les mails, les documents, tout est regroupé au même endroit. Et je peux aussi avoir le livrable directement dans ma tâche. En l'occurrence ici, puisque j'avais déjà travaillé dessus, je vais venir le récupérer, ce qui va me permettre de faire ici, par exemple, un glisser-déposer avec les applications de la plateforme, comme je viens de vous montrer en fait Benoît, sans ouvrir des applications qui sont installées du coup sur ma station, et ce qui va me permettre de visualiser déjà la prothèse 3D sur la droite, et aussi avoir sa nomenclature qui est associée. Cette nomenclature, on peut voir, je peux naviguer dans la structure,
sélectionner les différents fichiers, pièces, composants, sous-assemblage. J'ai une associativité avec la partie 3D, puisque vous avez vu, ça se met aussi en surbrillance. Et puisque j'avais déjà en fait, travaillé sur la prothèse, j'avais détecté en fait, des interférences sur des composants. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Directement dans cette nomenclature, je vais sélectionner les composants ou les sous-assemblages qui m'intéressent pour justement requalifier en fait, cette interférence de manière à l'ouvrir dans SolidWorks. Alors comment se passe le lien avec SolidWorks ? Étant donné que c'est connecté avec la plateforme, je peux lancer SolidWorks directement depuis la plateforme. Donc lui, il m'ouvre SolidWorks et mon assemblage directement. Et depuis SolidWorks, comment ça se passe la connectivité ? C'est complètement transparent. Vous avez tout simplement un onglet supplémentaire sur votre droite au niveau du volet des tâches, dans lequel en fait, on vient retrouver l'ensemble de la structure, la nomenclature, avec des informations supplémentaires qui vont vous guider et qui vont vous permettre en fait, de collaborer aussi en interne. Alors, on retrouve, ça avance un peu plus vite, tout ce qui est statut. Ça va vous mentionner en fait s'il faut synchroniser votre travail suite à des modifications sur la plateforme. Donc, c'est par le biais d'icônes. Ensuite, on va avoir une colonne sur les révisions. Donc, les révisions, on en reparlera, c'est tout ce qui est traçabilité et l'historique de conception qui sont liés à vos fichiers. Et puis, ce qu'on appelle l'état de maturité. Qu'est-ce que c'est l'état de maturité ? C'est tout simplement le cycle de vie de vos produits, donc le workflow qu'on peut aussi appeler, qui va permettre de justement de collaborer plus facilement. Puisqu'en fait, quand vous êtes en état en traitement, ça signifie que vous pouvez modifier l'ensemble de vos fichiers. Par contre, si c'est en état gelé, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de modification. Donc ça permet de sécuriser en fait l'ensemble de vos fichiers. Alors là, ce que j'ai pu faire aussi, c'est que j'ai verrouillé mes fichiers sur lesquels je vais travailler. Alors j'avais détecté en fait les interférences sur certains composants, donc je suis venu verrouiller ces composants, ce qui va permettre que mes collègues ne puissent pas travailler dessus, et donc sécuriser aussi mon travail. Mon collègue, par contre, ou d'autres collègues, peut verrouiller d'autres composants, ce qui va permettre en fait, de travailler sur un désassemblages à plusieurs personnes sans avoir ce souci d'écraser les fichiers par inadvertance ou autre. D'accord ? Et donc ici, qu'est-ce que je fais ? Je vais travailler dans SolidWorks comme je le fais habituellement. Ça ne change pas. Je fais ma conception, je détecte mes interférences, et puis je vais pouvoir ensuite synchroniser mon travail. Petit aparté. Là, je travaille sur SolidWorks parce que j'ai SolidWorks, historiquement. C'est mon outil de tous les jours. Demain, si vous êtes chef de projet, ou justement vous partez avec un ordinateur qui n'a pas SolidWorks, vous avez des applications qui sont disponibles, qui vont permettre de détecter des interférences directement depuis la plateforme, que vous pouvez d'ailleurs faire en fait, avec justement différents périphériques. Je prends un exemple, vous partez effectivement en déplacement, vous avez juste votre téléphone, vous dites « Ah mince, j'aurais bien voulu revoir l'interférence pour en parler à mon client, mais je ne sais plus c'est laquelle. » Du coup, vous venez chercher en fait vos fichiers, vous choisissez l'application justement pour détecter les interférences et vous permettre de pouvoir utiliser cette partie-là quand vous voulez. Alors, maintenant que j'ai modifié en fait, la conception dans le 3D, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller regarder en fait, la modification de la mise en plan, puisqu'une pièce a été modifiée. J'utilise dans le même onglet, c'est transparent, un outil de recherche, toujours au même endroit. Je vais commencer ma recherche par un mot-clé. Et après, vous avez ce qu'on appelle des tags, c'est-à-dire retrouver par qui, quoi, quand, comment, des informations, et donc rapidement tomber sur ma mise en plan. Et là, je suis sûre de travailler sur ma dernière version, vous le voyez, tout a été modifié. Et ça, c'est l'avantage de la plateforme. Vous êtes sûr que le fichier que vous avez ouvert, c'est la dernière version. Et donc maintenant que j'ai modifié ma pièce, modifié ma mise en plan, qu'est-ce que je vais faire ? Il me stipule par le biais d'un icône et il m'informe qu'effectivement, je peux pouvoir synchroniser mon travail sur la plateforme, donc l'enregistrer ces modifications, pièces et mise en plan. Et je vais faire de même avec mon assemblage, puisque lui aussi a été modifié. Et ce que je peux faire, c'est aussi le monter en révision, donc avoir justement cette traçabilité de modification pour avoir qui l'a modifié et à quel moment, et donc garder tout en mémoire. Alors, maintenant que j'ai fini ma tâche, en l'occurrence qui a été attribuée sur la conception de la prothèse, je vais indiquer que ma tâche est terminée. Donc là, vous avez vu tout à l'heure, Benoît vous a montré, on passe en traitement à terminé. C'est exactement ce que je vais faire. Encore une fois, au même endroit, pas besoin d'ouvrir différentes fenêtres ou différents outils. Je vais passer ma tâche à 100%. Alors ça va le faire en automatique, il va automatiquement me le mettre en terminé, et ce qui va permettre aussi de pouvoir avertir tous mes collègues qui étaient associés au projet que j'ai terminé ma tâche. Et en l'occurrence, vous avez vu tout à l'heure, on était en tâche séquentielle, ce qui stipule qu'en fait, la personne qui va être après moi sera avertie, il sera au courant qu'il va pouvoir commencer sa tâche,
Et en l'occurrence, ici, on le verra, Benoît va vous présenter, c'est l'ingénieur simulation qui va pouvoir du coup récupérer ma conception pour lui utiliser ses propres outils et connecter à la plateforme. Donc voilà, je laisse Benoît justement vous expliquer cette partie. Merci Pauline. Ça servira après. Donc, dans notre processus, on est maintenant à la partie gestion de la simulation, de la maquette numérique. Donc, bien entendu, vous connaissez les outils de simulation de SolidWorks. L'idée, là, c'est de vous présenter les outils qui sont à l'intérieur de la plateforme et de pouvoir intégrer justement dans le processus de l'innovation notre ingénieur simulation. Comme vous le savez, faire de la simulation, ça peut demander pas mal de performances et d'avoir des stations de travail qui sont correctement dimensionnées. On va voir au travers de la plateforme que justement, on va pouvoir se détacher de cette problématique et justement bénéficier du côté cloud de la plateforme 3D Experience. Donc, ici, nous allons réaliser la première étape de la simulation. Donc on se connecte en tant que Thomas, donc qui est notre ingénieur calcul, qui lui aussi va accéder au même dashboard avec les mêmes outils. On retrouve ici notamment la tâche qu'il est en train de travailler. Comme vous pouvez voir, il va simplement aller récupérer le livrable qui a été mis à disposition et aller chercher ses outils à lui, qui lui sont propres. Donc là, on a ouvert l'assemblage directement dans le module Simulia, présent dans la plateforme. Donc pour information, c'est un moteur Abacus qui est derrière, donc qui est un moteur de simulation extrêmement performant et puissant, et qui va permettre en fait à l'ingénieur calcul de bénéficier vraiment de la puissance de l'outil. Ici, comme vous pouvez le voir, on peut, si on le souhaite, assigner les matériaux à l'intérieur de la plateforme 3D Experience. Mais si le concepteur a déjà mis des matériaux dans SolidWorks, bien entendu, tout va remonter au niveau de la 3D Experience. Vous pourrez regarder sur la partie inférieure ici, on a un certain nombre de maillages qui sont disponibles. On va retrouver du maillage surfacique, maillage coque du coup, maillage poutre, maillage volumique en hexaédrique, en tétraédrique. On a toute la palette de maillages possibles qui va nous permettre de répondre au mieux en fonction de nos besoins. Là par exemple, dans ce cas-là, vous pouvez voir que le vérin va appuyer donc, sur l'axe. Donc on va pouvoir ici, au travers de cette interface, raffiner le maillage en sélectionnant simplement les composants et en appliquant en fait un maillage plus fin, ce qui va nous permettre d'avoir un résultat beaucoup plus précis. La plateforme 3D Experience, c'est le module de simulation ici, va nous permettre de gérer en une seule opération l'intégralité des contacts. D'accord ? Donc on n'a pas besoin de passer chaque élément en visualisation pour définir tous les contacts qui vont être définis. On va pouvoir simplement définir ce qu'on appelle un contact global et la plateforme gère toute la gestion des contacts. Un point qui est important, donc vous voyez ici, je ne vais pas décrire tout ce qui est fait, mais c'est simplement de la mise en données, donc définition de maillage, définition des contacts. On va pouvoir définir, bien entendu, les efforts, les contraintes qui sont positionnées sur tous les composants, avec la possibilité de définir les efforts. On pourra aussi, si on le souhaite, définir des efforts qui vont être déportés. Donc c'est ce qu'on va voir sur la partie supérieure. Donc tous ces éléments-là, de façon très simple, vont pouvoir être utilisés. Donc si aujourd'hui vous êtes familier avec les solutions SolidWorks Simulation, vous allez retrouver quasiment à l'identique les mêmes processus de mise en données. Un point qui est important, c'est sur la partie droite. Vous avez ici ce qu'on appelle l'assistant, qui va être un outil très intéressant parce qu'il va me permettre de valider où j'en suis dans mon processus de mise en données. Je vais avoir des outils dans la plateforme qui vont me permettre de valider des scénarios que j'aurais prédéfinis à l'avance et de savoir si tout est OK. Cette phase-là est extrêmement importante. Vous voyez qu'en fait, quand je vais lancer mon calcul, je vais choisir le nombre de cœurs que je vais utiliser. Par défaut, la plateforme vient avec 4 cœurs. On peut aller jusqu'à 8 cœurs en fonction de la complexité des calculs. Et en fait, par défaut, vous aurez le choix avec la plateforme de dire ces 4 cœurs, je les prends sur ma station physique, ou alors je les déporte sur le cloud Dassault Systèmes. Donc généralement, on utilise pour des raisons de performance le cloud de Dassault Systèmes, donc on va pouvoir bénéficier de ces cœurs qui vont être disponibles dans notre application.
Ensuite, une fois que la simulation a été réalisée, comme vous pouvez le voir, on va avoir tous les outils nécessaires pour récupérer les informations, venir prendre des mesures, identifier les composants sur lesquels on va avoir éventuellement des problématiques de rupture, nos facteurs, nos coefficients de sécurité, la contrainte, tous ces éléments-là en fait, sont à notre disposition. Quel est le propos par rapport à ça? C'est qu'aujourd'hui, comme je le disais, vous êtes peut-être déjà utilisateur de solutions de simulation. La bascule sur la 3D Experience va être extrêmement simple à faire. Et on pourra aller beaucoup plus loin. Dans cette présentation, on ne va pas rentrer plus loin dans les détails sur la partie simulation. Si vous êtes intéressé par ces sujets-là, il y aura un atelier cet après-midi. Ce n'est pas parce que c'est moi qui l'anime que j'en parle, mais on peut aller beaucoup plus loin sur ces sujets-là. Et du coup, quand vous êtes utilisateur de la plateforme de simulation SolidWorks, on pourra récupérer aussi toute votre mise en données, donc tout le travail qui potentiellement aura été fait en amont sur SolidWorks Simulation. Lorsqu'on basculera sur Simulia dans la plateforme, tout ce travail-là aura été capitalisé, vous n'aurez pas tout à refaire. Donc voilà pour la partie simulation. Maintenant, en fait, j'ai beaucoup parlé, mais vous avez vu qu'à l'écran, on a détecté un certain nombre de problèmes. On se rend compte que l'axe, au vu des efforts qu'on va appliquer dessus, il va y avoir une rupture. Et c'est là où la plateforme va apporter des outils supplémentaires dans cette notion de collaboration, d'équipe. C'est que maintenant, en fait, il va falloir que je communique à mon chef de projet qu'on a un problème et qu'on voit s'il ne faut pas faire retravailler un peu la partie conception. Donc pour ça, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va bénéficier, au travers des outils de la plateforme, d'outils qui vont nous permettre de déclarer un incident. C'est ce qu'on va voir tout de suite. J'accède à la tâche. Première chose, je vais dire, ok, j'ai fait 70% de ma tâche, je ne suis pas allé au bout, d'accord? La simulation n'est pas encore validée. Par contre, donc là, on va mettre en livrable notre fichier de simulation. Et maintenant, on va aller dans l'interface de déclaration d'incident. D'accord? Donc la première chose, c'est je vais créer mon incident pour dire, voilà, j'ai détecté qu'il y a un souci, mais je vais le documenter. D'accord? Je ne vais pas simplement prendre mon téléphone ou écrire un mail, je vais le mettre dans la plateforme. Donc, si j'ai une solution, je peux le mettre comme étant une solution. Je vais mettre une priorité. Et ensuite, on va aller rechercher, en fait, ici, un document, et on va venir l'attacher à notre problème. Ça évitera aux autres collaborateurs d'aller rechercher ce document. Donc, comme on le fait depuis le début, je glisse, je dépose, ce qui permet de référencer le document. Ensuite, je vais identifier le chef de projet pour l'informer que je déclare un incident. Comme ça, le chef de projet va recevoir une petite notification comme quoi il y a un souci. D'accord ? Donc simplement de faire ça me permet de notifier. Le dernier élément, c'est qu'on a établi un certain nombre de processus dans l'entreprise. Là, simplement, on va demander au chef de projet de valider la prise en compte de ce problème et qu'il faut mettre en place les changements. Et donc là, vous voyez, en fait, on va avoir un listing au fur et à mesure de tous les incidents qu'on a pu déclarer, qui ont été résolus, et on va pouvoir garder une traçabilité sur tous ces éléments-là. Très bien. Maintenant, revenons au chef de projet, qui vient de recevoir une notification de Thomas, l'ingénieur calcul, qui lui dit « Attention, il y a un souci ». Donc la première chose qu'il va faire, c'est prendre connaissance de ce problème en allant lui aussi dans la gestion des incidents, et il va prendre connaissance de tout ça. Maintenant, pour aider en fait le concepteur, il va utiliser ici l'outil de relation parce que l'outil de concepteur, lui, il n'a pas forcément les outils de simulation. Donc, on a vu la notion de relation. Avec le document que l'ingénieur calcul a mis en place, on peut récupérer l'assemblage sur lequel il s'est appuyé. Et puis, comme le chef de projet est quelqu'un qui est plutôt sympathique avec ses équipes et qui veut essayer de leur faire gagner du temps, il va essayer d'expliquer à son concepteur ce qui est attendu de sa part. Pour ça, on utilise ici une autre application qui s'appelle le 3D Markup, qui permet un peu, entre guillemets, de faire du PowerPoint dans la plateforme 3D Experience. Pourquoi du PowerPoint? Parce que vous voyez sur la partie gauche, vous avez des slides qu'on va pouvoir ajouter. Et ça nous permet en fait de faire du markup, de venir ajouter du texte, de venir mettre des photos, de venir mettre des flèches pour expliquer, mettre des cotes et d'écrire en fait un certain nombre d'informations qu'on veut transmettre au travers de la plateforme. Le 3D Markup va pouvoir être mis dans un forum, dans un fil de discussion, par exemple. Là, dans notre cas, le 3D Markup, on va venir l'attacher à notre déclaration d'incident pour dire, OK, je vais donner cette information-là. Toujours la même chose, je me répète, je glisse, je dépose, je mets à disposition directement pour les autres utilisateurs les informations. Ici,
maintenant, comme toujours, le chef de projet va assigner cette tâche-là à un de ses collaborateurs, à savoir Paul, le concepteur, pour lui dire attention, il y a un souci qui a été déclaré par Thomas. Là, on peut mettre en place des commentaires. Le fait de mettre, vous avez des réflexes, le arrobase Thomas, qui va permettre de notifier la personne, d'identifier la personne, pour dire OK, c'est bon, on a pris en compte. Et puis, comme l'a demandé Thomas, on me demande de valider. Donc, la notion du pouce, le like, qu'on retrouve, qu'on connaît bien maintenant. Et à partir du moment, en tant que chef de projet, j'ai validé cette prise en compte, eh bien, automatiquement, ça transfère l'information au concepteur qui va pouvoir prendre en charge cette demande. Alors, avant de redonner la main à Pauline pour voir cette partie-là, ce qu'on souhaitait faire, c'est à chaque fois qu'un personnage va disparaître de notre scénario, c'était un peu faire un bilan de ce que pouvait lui apporter la plateforme. Le chef de projet, on le verra plus jusqu'à la fin de la présentation. Donc, l'idée, c'est de bien comprendre ce que peut apporter la plateforme à un chef de projet. Vous l'avez vu, c'est clairement un espace où l'information est centralisée, où il va retrouver facilement toutes les infos, avec cette notion de dashboarding, des tableaux de bord, des indicateurs. Il va pouvoir voir le taux des tâches qui ont été prises en compte, le taux de réalisation sur les tâches, remontant du déclaratif de ses équipes, qui vont faire en automatique. Ça lui permet aussi d'avoir l'historique de tout ce qui est fait au niveau du projet et d'avoir vraiment une automatisation. Clairement, pour un chef de projet, la plateforme 3D Experience, c'est un accroissement de la collaboration dans ses équipes et une meilleure vision de l'avancée de son projet. Pauline, je te laisse la place. Alors, donc là, vous avez compris, on attaque la partie modification. Alors, comment ça se passe pour le concepteur si effectivement on a une modification à réaliser? Donc, on va être averti par le biais de notification. Et là, en l'occurrence, directement, je vais pouvoir voir sur mon tableau de bord les différentes informations que Benoît m'a créées. En l'occurrence, j'ai déjà tout ce qui est le référence des fichiers. Donc, directement, je vais pouvoir venir ouvrir mes fichiers. Et en plus de ça, il a été sympa, vous avez vu quand même, il s'est dit, je vais être sympa avec ma collègue. Il avait mis en photo la charnière que je devais remplacer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher dans ma bibliothèque, toujours au même endroit, ma charnière, donc la bibliothèque interne, directement. Et là, vous avez vu, je vais juste faire un glisser-déposer pour venir en fait la remplacer. J'en profite pour vous parler que ça peut consister en fait à utiliser toutes vos composants de bibliothèque que vous avez aujourd'hui. Mais on a aussi à disposition le part supply. C'est des bibliothèques en ligne, ça peut comme Trustpart par exemple, qui sont à disposition, que vous allez pouvoir aussi du même procédé, et ça c'est le gros avantage de la plateforme, c'est qu'il n'y a pas besoin de télécharger, on vient venir en fait glisser, déposer directement les composants dans l'espace graphique, à savoir qu'on a 1400 fournisseurs, ce qui représente, je crois, 60 millions de composants, donc autant vous dire que c'est des bibliothèques qui sont quand même riches, que ce soit pour des pièces électroniques ou des pièces mécaniques que vous avez besoin d'aller chercher, vous allez pouvoir les utiliser, et aussi utiliser des configurations par critères très facilement si vous souhaitez remplacer. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand on utilise des bibliothèques en ligne, quand on souhaite remplacer un fichier, il faut aller rechercher, le télécharger et le remplacer dans l'espace graphique. Là, c'est beaucoup plus intuitif dans la mesure où on vient glisser, déposer les composants et le remplacement se fait automatiquement. Alors, par rapport à la modification que je vais réaliser, donc là, vous avez vu, j'ai modifié la charnière. Donc, je réagence en fait ma partie conception, donc ça, c'est du SolidWorks pur. Je viens modifier ma vue éclatée, je viens modifier ma mise en plan, donc je réagence tout simplement en fait le bullage. Et une fois que j'ai fait mes modifications, vous avez vu, on a les icônes qui vont nous permettre de nous indiquer qu'il faut faire la synchronisation sur la plateforme pour enregistrer mes modifications. Et donc là, je monte en révision, donc encore une fois, la traçabilité et l'historique de conception qui sont dus sur ces modifications. Je peux aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, ajouter des commentaires, ce qui va permettre aussi d'avoir des informations supplémentaires suite à ces révisions. Et puis, une fois que c'est fini, je vais faire de même que ce qu'a fait Benoît, je vais pouvoir mettre en référence ces fichiers directement sur la plateforme ici. Donc, je vais faire un glisser-déposer, je positionne mon assemblage que je viens de modifier, et j'en profite aussi pour mettre ma charnière directement en lien au niveau de la plateforme. Et donc, je vais passer en révision, donc je positionne en fait toutes ces informations, je passe en révision. Et ce que je vais faire aussi du même principe que tout à l'heure, on va venir ajouter un commentaire pour stipuler à mes collègues que j'ai fait mon travail, j'ai modifié la charnière, et donc ils vont pouvoir aussi avancer de leur côté pour continuer. Donc voilà ce qui termine sur la partie du dessinateur. Donc là, ce que vous avez compris,
c'est que vous avez bien compris qu'on reste dans une même interface. SolidWorks, ça ne change pas. J'utilise toujours SolidWorks comme je le fais habituellement. Je suis connecté à la plateforme. Donc, je garde mon environnement. Je suis averti, que ce soit pour des tâches qui m'en sont associées, pour que ce soit des modifications qui sont faites et réalisées au fur et à mesure de l'avancement du projet, ce qui va me permettre de travailler efficacement et d'accéder en temps réel à les informations et aux données en fait, liées au projet. Donc on va terminer effectivement sur ce processus avec la partie calcul. Donc vous pouvez voir qu'on va retrouver très facilement donc, les fichiers, toujours avec cette notion de tag, hein, Pauline en a parlé tout à l'heure, qui nous permettent en fait, de vraiment filtrer. Moi je le compare un peu au Bon Coin quand vous faites une recherche d'annonce. En fait vous allez filtrer de la même manière sur la plateforme. C'est des usages que vous avez l'habitude. Là, l'idée, en fait, c'est de récupérer les modifications qui ont été faites par le bureau d'études et de voir que très simplement, comme on le ferait sur une pièce ou sur un plan ou un assemblage, notre fichier de simulation, on va pouvoir lui faire prendre lui aussi un indice et donc historiser complètement notre processus d'itération de simulation. Donc, on va récupérer, bien entendu, toutes les données qui avaient déjà été mises en place dans notre première partie d'étude. L'idée, ici, c'est simplement de venir modifier, de récupérer ici l'indice B de la pièce qui a été changée par le concepteur et de venir relancer notre simulation. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? C'est de refaire le maillage sur la partie pièce qui a été ajoutée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la gestion des contacts, c'est quelque chose qui va être extrêmement simple. On va simplement lui dire trouve-moi tous les contacts, ou alors on peut le faire comme on l'a vu là, ou on va le voir là, je ne sais plus, je n'ai pas regardé, en cliquant simplement les pièces pour qu'il reconnaisse. Donc en fait, vous n'avez pas un seul outil, voilà, c'est à ce niveau-là. On va pouvoir lui dire détecte-moi tous les contacts qu'il y a sur ces pièces-là et recrée-moi tous ces contacts. Bien entendu, les cas de chargement, les efforts ont été conservés. Donc on va ici pouvoir valider directement et relancer notre calcul. Comme tout à l'heure, je vais choisir si je travaille en local ou sur la plateforme 3D Experience pour utiliser la puissance. Et là, en temps réel, on va avoir la mise à jour qui va se faire avec les cœurs qui ont été choisis sur la plateforme. L'idée, c'est vraiment de vous montrer en fait quelle est l'intégration de la simulation dans ce processus d'innovation. Donc derrière, après, bien entendu, il va y avoir l'analyse des résultats. Je vais vous passer un peu tous ces éléments-là, parce qu'on l'a déjà vu. Mais l'idée, c'est vraiment de bénéficier de la plateforme pour s'intégrer au processus d'innovation. Au niveau de l'ingénieur calcul, c'est vraiment par le biais de la plateforme, et on le verra plus tard dans la partie atelier, parce que là, on est resté très mécanique, mais vous allez voir qu'en fait, la plateforme, elle est multidirectionnelle et on va pouvoir faire de la rhéologie, on va pouvoir faire du fluide, on va pouvoir faire de la thermique. Tous ces éléments-là sont pris en compte dans la plateforme et donc on va pouvoir s'intégrer de façon simple dans le processus et donc de pouvoir séquencer nos tâches, de pouvoir notifier l'équipe de façon très simple. Voilà ce qui termine la partie simulation. Ce que je vous propose, c'est de laisser la main à Albert qui va vous parler de la partie reverse engineering et notamment des produits CATIA. Bien. Donc, sur notre prothèse, on a une partie de cette prothèse-là, la semelle que j'ai là, qui est faite selon le besoin de chaque client. Donc, pour chaque client, on va avoir une semelle un peu spécifique. Et donc, on a décidé de partir d'un moulage, d'un scan d'un élément pour donner satisfaction à ce client-là. On va utiliser cette fois-ci le CATIA pour faire cette partie reverse engineering, donc récupérer un nuage de points et le modéliser en 3D. Donc, on se retrouve dans CATIA 3D Experience avec la récupération de notre scan 3D. On va pouvoir, avec les outils CATIA, maintenant, venir récupérer ce scan, le nettoyer, enlever les éléments qui sont un peu aberrants, etc. Et également venir découper ce nuage de points en différents sous-nuages selon nos besoins. Donc là, c'est une pièce assez basique, assez simple, mais on pourrait imaginer avoir une machine un peu plus compliquée ou des formes très compliquées et pouvoir décomposer notre nuage de points sur différentes pièces de notre machine, par exemple. Une fois qu'on a décomposé ce nuage de points, on va pouvoir derrière recréer des surfaces sur ce nuage de points. Donc là, pareil, des outils qui vont nous permettre soit de coller au plus près du nuage de points, soit au contraire de moyenner ce nuage de points parce qu'on sait
qu'on veut avoir quelque chose de propre surfaciquement, mais pas automatiquement toujours collé à la surface qu'on a fait avec le scan. Et là, on va venir tirer dans des courbes et depuis ces courbes, créer de la surface. Vous avez vu rapidement, simplement, on va passer la souris sur le nuage de points pour qu'il nous crée les courbes. À savoir que CATIA 3D Experience est compatible avec des écrans tactiles ou avec des tablettes graphiques. Donc vous pouvez faire ça très bien avec une tablette graphique sans utiliser la souris. Donc là, on va créer nos différentes courbes, nos différentes surfaces. Après, derrière, le but, ça va être bien sûr de retravailler ces surfaces-là, de les extrapoler, les rallonger, les intersecter entre elles pour avoir au final une surface, un volume, puis un solide. Donc ça, c'est la conception classique que vous connaissez tous sur CATIA ou sur SolidWorks. Pour les utilisateurs CATIA, vous avez vu que l'interface CATIA a complètement changé. Ce qui a été énormément revu, c'est l'ergonomie d'utilisation côté CATIA, sur la nouvelle version de CATIA. Et également, elle ressemble beaucoup à l'interface qu'on a vue tout à l'heure côté Simulia. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que les interfaces soient à peu près communes, quel que soit l'outil utilisé, et que comme ça, la prise en main soit beaucoup plus facile entre les outils. Donc, on a continué notre travail de création de surface. Là, on est sur une partie un peu plus complexe à gérer, c'est le talon de notre semelle, où cette fois-ci, normalement sur une surface, en général, on a 4 côtés et c'est assez facile de créer une surface. Là, cette fois-ci, on a une forme un peu plus complexe. On va avoir une surface simplement où on va avoir 2 côtés. Et pour bien maîtriser le galbe de notre surface, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer des courbes intermédiaires à l'intérieur de notre surface pour qu'ils suivent également les courbes intérieures de notre semelle. Voilà, donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de créer ces différentes courbes. Et après, grâce à ces courbes-là, on va pouvoir venir définir la surface générée sur le nuage de points. L'idée ici également, c'est de vous montrer qu'on a fait un projet jusqu'à maintenant avec plutôt du SolidWorks et que la plateforme 3D Experience va nous permettre de mélanger nos CAO. C'est-à-dire qu'on va pouvoir très bien utiliser d'autres CAO et mixer ces CAO dans des assemblages multicad et dans des conceptions multicad. Et comme également on a la possibilité d'inviter des intervenants sur la plateforme, on va pouvoir également travailler en collaboration avec d'autres sociétés. Et par exemple, sur cette partie-là, Reverse Engineering, si ce n'est pas votre domaine de compétences, vous pourrez très bien demander à un partenaire de venir se connecter sur votre plateforme, de travailler avec CATIA et de vous fournir les fichiers pour que vous les intégriez à votre assemblage SolidWorks. Ça ne pose aucun problème. Voilà, donc là maintenant, on a fini notre semelle. On va venir simplement dans l'assemblage, récupérer notre assemblage principalement SolidWorks et y associer notre semelle CATIA avec les contraintes d'assemblage classiques et de la repositionner comme il faut. Donc là, on a récupéré notre semelle. On a maintenant un assemblage qui est multicad, qu'on va pouvoir ouvrir là, et on l'a ouvert dans CATIA 3D Experience. Et maintenant, si on revient sur la partie web, vous voyez bien que vous avez votre assemblage multi-CAO qu'on va voir dans la partie web et on a pu récupérer ainsi notre conception surfacique avec notre scanner de points. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'est bien cette notion d'intégration multicad dans la 3D Experience, le fait de pouvoir avoir une continuité numérique donc, entre les différents acteurs, et surtout aussi le fait que cette partie qui est, on va dire, un peu plus complexe et que vous pourriez ne pas faire tous les jours comme du reverse engineering, pensez toujours que vous avez la possibilité avec la 3D Experience de louer des rôles pour 3 mois, 6 mois, etc. Et donc, on pourrait très bien imaginer que pour un besoin ponctuel, vous veniez simplement prendre ces rôles-là pour un cas particulier sur un projet particulier, et après vous les rendez, vous n'avez pas besoin d'acheter une licence, vous pouvez simplement la louer. Voilà pour cette partie reverse engineering. Les pièces qu'on a fait avec le reverse engineering et la pièce qu'on va voir tout à l'heure, que Pauline va vous montrer, ont été réalisées en impression 3D, et vous pourrez les revoir sur les ateliers, les stands qu'il y a dans le point d'accueil pour en discuter avec les gens qui ont fait ça en impression 3D.
Et donc maintenant, je laisse la main à Pauline pour parler justement de cette partie impression 3D. Merci. Alors, attaquons effectivement la partie impression 3D. Donc, vous avez vu, il y avait différentes tâches associées. Donc là, en fait, le but de vous montrer cette partie, c'est de pouvoir se dire, bah voilà, aujourd'hui, il y a une nécessité de fabriquer en fait des pièces. Vous ne le faites peut-être pas en interne, vous le faites avec des personnes qui utilisent des outils différents, qui ne sont pas connectés en fait à la plateforme, puisqu'ils ne sont pas intégrés à la plateforme, mais potentiellement pouvoir quand même suivre les projets via la plateforme et de pouvoir avoir les dernières versions, télécharger les fichiers. Et donc, pouvoir en fait créer aussi leurs pièces tout en suivant le projet de A à Z. Alors comment ça se passe? Le but ici, c'est qu'on m'a donné en fait le besoin de pouvoir fabriquer une pièce en impression 3D. Donc là, on va travailler avec Marforge, c'est un prestataire qu'on a. Et du coup, on va pouvoir télécharger en fait le fichier depuis la plateforme, suivre l'avancée en fait de la conception. Donc s'il y a des modifications, télécharger les dernières versions, et donc voir comment ça se passe. Alors. Donc là, je prends, c'est la plaquette latérale de la prothèse qu'on a de chaque côté. Donc aujourd'hui, en fait, je vais pouvoir télécharger mon fichier et l'utiliser et le donner à Marforge. Alors, sachez qu'une chose, c'est que si vous n'avez pas en fait, les ressources en interne pour la fabrication de la pièce, si vous n'avez pas de prestataire ou de fournisseur, vous allez pouvoir utiliser, on en a parlé tout à l'heure, la marketplace. La marketplace va vous permettre tout simplement d'aller trouver des fournisseurs, des prestataires, que ce soit au niveau national ou international, en fonction de différents critères, donc le type de fabrication, impression 3D, mais ça aura pu être aussi l'usinage. Vous allez pouvoir télécharger en fait vos fichiers sur la plateforme. À partir de là, vous allez pouvoir avoir des devis à l'instant T, qui va vous donner aussi des délais, et donc choisir votre fournisseur ou votre prestataire par rapport à ça. Ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que si c'est un besoin de fabrication, mais ça peut être aussi vous qui proposez en fait vos services de fabrication. Il y a aussi ce qu'on en a parlé tout à l'heure, au tout début, une des vidéos que vous avez vues en premier en parlant de nos clients, c'est qu'il y a aussi des clients qui proposent leurs services, comme le disait Albert, sur des services de rétroconception, mais ça peut être aussi de la simulation ou autre. Vous êtes expert là-dedans, vous proposez vos services, ou justement vous n'êtes pas expert, vous cherchez des services. Donc tout ça, c'est sur la plateforme, ça vous permet de collaborer, d'avoir un écosystème connecté à l'instant T. Donc revenons sur notre prothèse, comment ça se passe? Donc là, on va travailler avec Marforge, d'ailleurs, je le répète encore une fois, vous avez le stand qui est ici. Et donc, depuis la plateforme, il va être au courant de l'avancement du projet. Il va pouvoir aussi visualiser depuis la plateforme le 3D et puis télécharger le fichier. Donc, on est sur un format STL. Donc, une fois qu'il a téléchargé le fichier, il va pouvoir utiliser son propre outil, qui est un outil aussi SaaS, 100% SaaS, qui s'appelle Eger. À partir de là, il va positionner en fait la plaquette de la prothèse, la plaque de la prothèse sur son plateau d'impression 3D. Et il va positionner les matériaux. Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre deux matériaux, un onyx, qui est un polymère déjà chargé en carbone, et puis pour rigidifier la pièce en fonction des contraintes mécaniques, on va ajouter de la fibre continue de carbone. Et donc, il a fait une opération très rapide qui est le slicing, c'est-à-dire qu'il va trancher la pièce en différentes couches, qui va représenter par la suite les couches d'impression additive. Donc si je vais voir en détail ce slicing, on retrouve une timeline en bas, on a en blanc l'onyx, on peut voir les différentes trajectoires ici, en bleu, la fibre continue. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance en fait, dans le timeline, on va pouvoir voir aussi la partie centrale qui est alvéolée, c'est qui va nous permettre d'alléger au maximum la pièce sans perdre en rigidité. Et puis, ce qu'on peut retrouver ici dans la timeline, donc les deux parties qui sont bleues, qui représentent les fibres continues. Donc, lui, en automatique, il les a positionnées en dessous de pièce et tout en haut, sur la partie où on a des cônes. Il n'y a pas forcément d'intérêt sur cette partie-là, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement modifier dans le but de mettre la fibre continue justement là où il y a le plus de matière. Ce qu'on va faire une méthode, ce qu'on appelle du sandwich, c'est-à-dire qu'on va emprisonner la partie alvéolée, ce qui va nous permettre d'apporter toute cette rigidité justement à cette pièce pour la suite. Donc je viens faire mes modifications. Alors j'étais un peu vite, il y avait aussi des parties en violet qui est des renforts, sur tout ce qui est en porte-à-faux par rapport à notre pièce. Donc ça dépend de la géométrie. Et une fois que vous avez modifié ces informations par rapport à vos besoins, on va revenir sur le 3D, donc on va enregistrer les modifications. Et sur notre 3D, on va avoir différentes métriques. On va retrouver sur la gauche tout ce qui est métrique du temps de fabrication, le volume d'impression et le coût. Et donc, si tout est OK, vous allez pouvoir lancer en fabrication votre pièce. Donc, en l'occurrence, les deux choses qui restent à faire, c'est de choisir la taille de l'imprimante. Donc là, chez Marforge, on a pris une imprimante la plus grande, dans le but d'optimiser en fait la production, puisqu'ici, on va tout simplement ajouter une deuxième pièce sur le plateau, ce qui va permettre d'usiner, de fabriquer en fait deux pièces en simultané. Alors,
c'est les 2 fois la même pièce, mais ça aurait pu être très bien d'autres pièces que je pouvais joindre en fait, sur le plateau. Une fois que j'ai positionné et agencé mes pièces sur le plateau d'impression, comment ça se passe ? Je vais tout simplement choisir à disposition les imprimantes disponibles sur le parc machine pour pouvoir lancer cette impression. Voilà ce qui termine cette partie. Donc là, vous avez vu, même si on a nos propres outils, on peut participer à l'avancée en fait, du projet via la plateforme. Et ce qui va permettre de pouvoir avoir un historique aussi de projet et puis aussi la possibilité d'utiliser la marketplace si besoin en fonction, soit on propose nos services, soit on va chercher des services en fonction vraiment du besoin que vous avez. Donc ce qu'il faut retenir par rapport à ce qu'on a voulu en fait, vous présenter en termes de scénario aujourd'hui, c'est qu'en fonction des différents métiers, vous allez pouvoir participer dans la même interface à suivre l'avancement du projet, avoir les différentes informations, que ce soit du CAO ou d'autres informations. La possibilité aussi, c'est le gros avantage d'utiliser différents types de périphériques, que ce soit tablette, smartphone ou ordinateur. Et ce que vous avez vu, c'est qu'on va pouvoir, en fonction du métier, utiliser des outils performants. Et aussi la possibilité d'utiliser les outils historiques qu'on a aujourd'hui, qui sont du CATIA ou du SolidWorks.